Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la République démocratique du Congo. Polémique autour de l'évaluation de l'état de siège. La commission défense, sécurité et frontières du Sénat se réunit déjà ce mercredi pour l'évaluation de l'état de siège ou pour étudier donc le rapport de mission du Premier ministre ou de la Première ministre Judith Simoa de la République démocratique du Congo, qui a effectué une mission dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour évaluer l'état de siège instauré depuis 2021 dans ces deux provinces. Cette question suscite beaucoup de réactions et des commentaires, des interprétations dans l'opinion en République démocratique du Congo, puisque depuis l'instauration de cet état de siège dans ces deux provinces du pays, aucune évaluation officielle n'a été faite jusque-là. Les populations et les organisations de la société civile l'avaient réclamé à plusieurs reprises, sauf que actuellement, mener cette évaluation s'inscrit dans un contexte de modification de la Constitution et certains pensent que le président ou le gouvernement voudrait faire cette évaluation et peut-être en finir avec cette affaire d'état de siège, puisque constitutionnellement, pour certains, il s'agissait d'un blocage pour le changement de la Constitution, puisque la Constitution actuelle en République démocratique du Congo interdit toute modification en période de crise, en période d'état de siège ou d'état de guerre. Et vu que ces deux provinces sont en état de siège, on ne pourrait pas modifier la Constitution. Est-ce une occasion pour le régime d'évaluer et de tirer les conséquences et de mettre fin à cet état de siège pour pouvoir modifier la Constitution, ou est-ce juste une modification ou bien une évaluation qui tombe peut-être à un moment où les gens trouvent des raisons pour la critiquer? Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous. Firmin Teko Agbo, la première ministre congolaise, a fait une tournée dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour évaluer l'impact de l'état de siège instauré depuis fin 2021. Le Sénat se regroupe donc à partir de ce mercredi pour examiner cette évaluation de l'état de siège, de quoi susciter bien évidemment des réactions, comme je viens de le dire, dans la classe politique congolaise. Oui, c'est normal qu'on arrive à cette étape d'évaluation. Moi, je voudrais dire deux choses. La première chose, c'est ce que tout le monde demande. Ce que cet état de siège a apporté véritablement, si ça a permis de combler les attentes, parce que quand on parle d'état de siège, c'est-à-dire une certaine restriction de liberté, c'est-à-dire le pays la localité ne se comporte plus comme avant, c'est-à-dire on fait abstraction d'un certain nombre de règles, de normes établies, et 3 ans après, on se demande aujourd'hui si l'état de siège, le fait qu'on ait choisi l'état de siège là dans ces deux localités, Ituri et Nord Kivu, et si cela a véritablement marché, si cela a véritablement permis de combler les attentes. Sinon, la première chose, ce n'est pas mauvais. Le fait qu'on évalue, ce n'est pas une mauvaise chose. Et puis, l'autre chose, quand les gens disent qu'en réalité, le président, il veut modifier la Constitution, parce que la Constitution dit, lorsqu'on est en état de guerre ou en état de siège, on s'abstient de modifier la Constitution. Moi, je dis, la RDC a toujours été en guerre. La RDC a toujours été en guerre. Quand vous vous rappelez l'époque Mobutu, l'époque Kabila, la RDC a toujours été en guerre. Même quand le jeune Kabila était là, le pays était en guerre. Mais en 2006, on a su quand même modifier, non, je ne dirais pas modifier, mais on a su fondamentalement changer de constitution. Ça, ce n'est pas un problème. Par rapport à tout ce que les politiciens disent, chacun, il va de ses intérêts. Chacun cherche son intérêt. Mais c'est le président, lui aussi, il est là. Il est devenu un grand politicien. Tu sais qu'il dit que ce n'était pas un grand politicien, mais c'est quelqu'un qui est devenu un grand politicien. Il a pris goût du pouvoir et il ne veut pas partir. Moi, s'il ne veut pas partir, oui, on peut le lui critiquer, mais peut-être se servir de la Constitution, est-ce que c'est mauvais? Chercher à modifier la Constitution, est-ce que c'est mauvais? Chercher à modifier, s'il veut modifier la Constitution, en tout cas, la Constitution lui permet de la modifier. Moi, je n'ai jamais été contre la modification de la Constitution. Moi, je dirais toujours ça. C'est ceux-là qui disent que le président veut modifier, on le modifie. Moi, je dis ça, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Laissez les gens modifier la Constitution. Il n'y a pas de Constitution tangible. Quand on repose au chef d'État modifier la Constitution, laissez les chefs d'État modifier les Constitutions. Parce que les Constitutions... Est-ce qu'il faut les modifier comme on le veut? La Constitution, c'est pas aussi quelque chose qu'on doit modifier comme on le veut. Vous n'avez jamais été président, Guillaume? Bien sûr. Bien sûr. Donc, arrêtez. Vous
non plus, vous n'avez jamais été président. Mais moi, je me sers des tests qui existent dans cette constitution, des articles qui existent. Et ces tests, effectivement, ne permettent pas au président de la modifier comme ils veulent. Non, ces tests disent en réalité que l'initiative, ça part déjà de l'initiative. Quand on dit l'initiative, ça veut dire vous avez l'initiative. On dit l'initiative de révision appartient au président de la République, oui. Déjà. Au député ou à un cinquième de député ou au Premier ministre. Il y a déjà l'initiative. Donc quand il y a l'initiative, donc vous ne pouvez plus lui interdire de modifier. Modifier la constitution, c'est un faux problème. Et puis, empêcher de modifier, c'est un faux problème. Et puis, qui a dit que 2 mandats c'est bon, 3 mandats c'est bon, 1 mandat c'est bon? Il y a des gens qui ont eu à faire leur expérience, c'est la même chose que je répète tout le temps. Il y a des gens qui ont eu à faire leur expérience, ils se sont dit, bon, en réalité, les Américains ont dit non. Non, George Washington a dit non, maintenant il faut 2, c'est bon. Donc, celui-là qui a suivi, lui, l'a suivi après 2. Mais lorsqu'il s'était agi de vivre la crise économique de 1929, au lendemain de la crise, mais celui-là qui était là a dit non, on lui a permis de faire un 3e mandat. Donc ailleurs, on se dit non, on ne veut pas de régime présidentiel ou semi-présidentiel, on veut un régime parlementaire où Angela Merkel peut se permettre de faire 3-4 mandats. Et maintenant ici, Tshisekedi veut modifier la constitution, on dit non, c'est mauvais, tout ça. Le problème africain est ailleurs. Ça n'a aucun lien avec une quelconque modification de la Constitution. Allons chercher le nœud de nos problèmes. Notre problème, c'est quoi le nœud du problème? Le nœud, c'est-à-dire, il faut qu'on se dise où est-ce que nous sommes en train d'aller. Ce n'est pas une question d'empêcher X ou Y. Et moi, j'ai toujours dit, la limitation de mandat, mais est antidémocratique. La limitation, oui, bien sûr. Attendez, on dit la démocratie, c'est quoi? C'est la souveraineté du peuple. Laissez le peuple choisir qui il veut. Justement, si le peuple décide de limiter le mandat, en quoi cela est-il antidémocratique? Non, attendez, quel peuple décide de limiter? Si le peuple décide de limiter le mandat de ses dirigeants, en quoi cela est-il antidémocratique? C'est nous qui imposons au peuple de limiter le mandat. C'est-à-dire en réalité la souveraineté. La souveraineté appartient au peuple. Ça veut dire le peuple dit, si c'est X qui est au pouvoir, peut-être si vous serez président, si c'est vous qui êtes au pouvoir, j'aurai toujours la possibilité de voter pour vous, de mettre mon vote sur vous. Si vous voulez faire 20 ans, si moi je veux que vous fassiez 20 ans. Regardez par exemple, je donne l'exemple de Angela Merkel. Angela Merkel, l'Allemagne, c'est une grande démocratie. En Europe, deuxième pays. Sauf que les systèmes ne sont pas les mêmes. Les systèmes ne sont pas les mêmes. Pour les systèmes semi-présidentiels, je rappelle que ce n'est pas ça le débat, donc on va revenir directement au cas de la RDC. Mais pour les systèmes semi-présidentiels et présidentiels, la norme, c'est la limitation des mandats. Maintenant, pour les systèmes parlementaires, on sait que là, c'est le Parlement qui détermine qui va diriger le pays, ou le chancelier, ou le président du conseil, etc., etc. Et là, donc, on ne sera pas contraint à faire cette affaire de limitation de mandat par rapport au parti qui gagne. Là, c'est le parti qui gagne qui toujours dégage son dirigeant. Donc, les choses ne sont pas les mêmes, qu'on soit dans un système ou dans un autre. Oui, non, regardez par exemple, pour les systèmes, regardez, quand vous pour revenir au Congo, s'il vous plaît. Pour revenir au Congo, c'est un système semi-présidentiel avec un premier ministre et un président. L'exécutif est bicéphale. Ouais. Dans ce système-là, les chefs d'État ne supportent plus la limitation de mandat. Pourquoi vous ne voulez pas chercher à les comprendre? Les gens se posent parce que ce sont autant partir dans un régime parlementaire. Oui, peut-être, mais ils se disent non. Pourquoi on va limiter le mandat? Et ils disent, moi je viens de faire 2 mandats, mais j'ai encore la possibilité de modifier la Constitution. Regardez, même en France... Maintenant, il faut revenir, s'il vous plaît. On va revenir au sujet de la République démocratique du Congo. Oui. Le sujet, en fait, ne concerne pas directement la modification constitutionnelle, mais concerne l'évaluation, justement, de l'état de siège qui a permis à ce que les gens voient le lien directement avec cette volonté exprimée par le président Tshisekedi de modifier la Constitution. Oui, c'est ça même le problème. En fait, le débat n'est pourquoi? Le débat n'est parce que Tshisekedi veut faire modifier la Constitution. S'il n'y avait pas eu cette volonté de modification ou cette initiative de chercher à modifier la Constitution, peut-être on ne serait même pas en train de d'évaluer. Parce que le président se dit, moi je veux modifier la Constitution. Parce que le nœud du problème, c'est la volonté, c'est cette volonté de chercher à modifier la Constitution. Et moi je dis, chaque fois que l'occasion nous est accordée d'en parler, il faut qu'on arrive à trouver une situation. Il faut qu'on arrive à trouver une solution à ce problème-là. Mais la meilleure des choses que moi je souhaite, c'est qu'on arrive à adapter nos tests à nos réalités. Pourquoi chaque fois les gens ne veulent pas partir, les gens veulent modifier la Constitution? Mais il faut qu'une fois qu'on arrive à les comprendre. Même les Français qui ont voté le régime semi-présidentiel, ils se sont dit non. Hollande a dit,
Regardez, s'il vous plaît. Hollande a dit, il faut qu'on revoie le système semi-présidentiel. Parce qu'on ne sait pas finalement qui a le pouvoir, qui est le président ou qui est le Premier ministre. On a demandé Merci à Sarkozy. beaucoup. On a demandé à vous, Sarkozy. Firmin Teko, Donc chacun est en train d'évoluer avec pour son vous, esprit. il faut laisser les présidents modifier la Constitution. Il faut les laisser modifier la Constitution. Dieu donne nous, la polémique est née parce que le chef du gouvernement ou la chef du gouvernement a fait une mission d'évaluation de l'état de siège instauré dans le Nord qui vous est l'Ituri en République démocratique du Congo. Le Sénat se rassemble pour évaluer donc cette évaluation, si je puis me le permettre, de l'état de siège, et cela suscite des débats puisque certains estiment que c'est pour finalement arriver à lever cet état de siège qu'eux-mêmes ils avaient réclamé et permettre à peut-être au président Félix Tshisekedi d'être sur la bonne voie pour modifier la Constitution. Oui, Guillaume, je m'abstiens de revenir sur la démocratie selon Firmin. Mais tout simplement, je voudrais dire qu'aujourd'hui, la situation politique en RDC est telle que depuis son élection en 2018, bien évidemment, Tshisekedi a tenté de renforcer sa légitimité en s'attaquant à la corruption, en promouvant donc les réformes économiques. Et cependant, eh bien, des défis importants, notamment des conflits armés dans le pays, la crise humanitaire et tant d'autres choses ne lui permettent pas ou alors ne lui donnent pas la coudée franche de développer ou alors de déployer comme cela se doit sa feuille de route pour véritablement être à la gouvernail ou alors prendre la véritable destinée de la République démocratique du Congo. C'est ce qui a amené aujourd'hui à ce soupçon de désir de modification de la Constitution dont les gens imputent aujourd'hui cet état des lieux dans le Nord Kivu, comme quoi ce serait une manière pour le président de chercher des raisons qu'il faut pour aller à la modification de la Constitution. L'état de siège, nous savons tous ce que cela donne dans le vécu d'une population, les restrictions que cela amène et puis les difficultés que cela engage. Et je crois que les Congolais ont été dans la majeure partie de ceux-là qui ont demandé et qui souhaiteraient à ce que l'état de siège soit levé pour des raisons économiques, pour les raisons sociétales. Mais s'il arrive qu'on l'impute aujourd'hui à une volonté politique du président Tshisekedi de vouloir modifier la Constitution en allant vérifier la situation et faire le bilan et voir s'il y a lieu de le lever ou non. Moi, je voudrais à ce que on traite les problèmes de façon très séparée. Une chose est de vouloir lever l'état de siège parce que cela a créé aussi des situations insupportables sur la vie des populations. Une autre chose est que le président Tshisekedi, selon les soupçons politiques, veut modifier la Constitution. Je ne pense pas qu'il faut mettre ces choses-là ensemble. Ce serait plutôt une supputation politique qu'on serait en train de faire en République démocratique du Congo. Il faut traiter les problèmes au cas par cas. Est-ce qu'aujourd'hui l'état de siège fait du bien dans l'est du pays? Est-ce que l'état de siège ne pèse pas sur des populations? Oui, si cela pèse sur la population, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut lever l'état de siège. Mais on ne se lèvera pas comme ça pour lever l'état de siège. Il faut faire quoi? Il faut faire l'état des lieux. Il faut faire un bilan. Il faut arriver à sortir un résultat et dire au nom de ce résultat, il est temps à ce qu'on lève l'état de siège pour permettre à ce qu'il y ait une fluide circulation. Est-ce que la vie reprenne normalement dans cette zone du pays? C'est ce qui est en train d'être fait. En tout cas, selon moi, selon la moralité politique, peut-être que je vais conférer à cette mission du gouvernement Tshisekedi. Mais l'autre chose, c'est que le président Tshisekedi veut asseoir véritablement sa légitimité. Et cela est de l'apanage de tous les présidents africains aujourd'hui. Et il recherche cela, bien évidemment, dans la Constitution. Et certaines fois, quand on ne trouve pas de point pour le faire, on va à la modification de la Constitution et chaque fois qu'on le fait, on est sûr et on prend déjà des mesures pour s'assurer que cela va être accepté de force ou de gré par le peuple et la Constitution va être changée. En soi, c'est aussi un autre problème à part. Et moi, je voudrais dire qu'on ne mélange pas les choses. Il faut traiter des problèmes dans leur contexte. L'état de siège dérange, ok. Allez
au lever de cet état de siège. Je ne pense pas qu'il faut imputer ça à la politique forcément, ou alors au vouloir de Tshisekedi de modifier la Constitution. Germain Pouli, deux sujets au même moment qui finalement ont poussé les gens à faire le lien rapidement. La volonté du président congolais de modifier la Constitution et le blocage, selon certains, des dispositions de la Constitution qui l'empêchent de modifier la Constitution quand le pays est sous état de siège. Et justement, l'état de siège, c'est ce qui est en cours dans l'est du pays depuis 2021 avec cet état de siège imposé de façon formelle dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. La Première ministre a procédé à une évaluation. Le dossier est sur la table des sénateurs à partir de ce mercredi. Oui, on a été assez surpris, pour certains agréablement, par la tournée de la chef du gouvernement de la RDC dans cette province-là. Pour voir avec les chefs traditionnels, pour voir avec les acteurs de la société civile et quelques représentants de couches socio-professionnelles dans ces contrées-là et voir un peu l'état, faire la situation sur l'état d'urgence et voir s'il faut la lever ou s'il faut poursuivre. Et si ça doit être fait, je crois que c'est au niveau du Parlement qu'il faut que ça se fasse. Et la chef du gouvernement a rendu compte. On attend de voir, mais plusieurs voix pensent déjà qu'on évolue vers la levée de l'état d'urgence, de l'état de siège. Et si ça se confirme, c'est vite fait donc de rapprocher ça en velléité du camp Kabila de réviser la Constitution. De toute façon, l'annonce est assez claire depuis quelques semaines déjà. Le processus est pratiquement lancé, donc je ne vois pas ce qui pourrait freiner Kabila dans son équipe, donc dans sa volonté de réviser cette Constitution. Vous savez qu'en face, le pays avec lequel Kabila a des problèmes et à qui il a déclaré la guerre, ça fait plus d'une décennie que lui a révisé la Constitution et a levé le verrou de la limitation du mandat. Personne n'en parle, au contraire, on le cite d'ailleurs comme un exemple. Mais pas en matière de démocratie. Mais on le cite comme un leader, les gens sont fiers de lui quand il parle en matière de développement, oui, bien sûr. Oui, mais en fait, quand on dit démocratie, développement, les gens ont faim aujourd'hui, ils parlent plus développement que démocratie. Oui, donc, ça fait que quand on cite Kagame, on se dit que c'est un bon président, voilà. C'est un bon leader, on s'inquiète, même on se dit, mais après lui, on ne sait pas celui qui va venir, est-ce qu'il pourra tenir. Donc, vous voyez, mais quand on parle de Tshisekedi, les gens ne semblent pas lui donner les mêmes droits qu'à Kagame, qui a révisé il y a très très longtemps la Constitution pour rester, qui boucle une vingtaine d'années et plus, donc déjà au pouvoir. Donc, je crois que, en ce qui concerne les révisions aujourd'hui, ce n'est plus un débat qui devrait vraiment... Après, il faut faire en sorte que les processus électoraux soient plus justes et que les populations désignent effectivement donc les dirigeants. Maintenant, quand on prend ces deux agendas, la levée dans l'état de siège et le processus qui aboutit à la révision de la Constitution, c'est vite fait le rapprochement. Et donc, si l'état de siège est levé, on pourra dire, mais quelle coïncidence. Pourquoi c'est en ce moment qu'il faut faire une tournée et espérer que les choses vont mieux. Donc, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs fois les acteurs dans ces régions-là, la société civile et des chefs ont demandé la levée donc, de cet état de siège. Est-ce que ça va se faire? Je crois que plusieurs Congolais pensent qu'il y aura une levée de l'état de siège, ce qui, en tout cas, faciliterait aussi l'organisation d'un référendum ou la poursuite du processus donc, de révision de la Constitution. Donc, on est en politique, ça peut être un hasard de calendrier, comme tout peut être minutieusement préparé. L'essentiel, c'est que ça se fasse dans les règles de l'art, selon la Constitution elle-même qui a prévu donc le mode de sa révision. Merci beaucoup à vous tous pour vos réactions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.